ravie de vous retrouver pour cette nouvelle interview LexisNexis consacrée à l'IA générative et ses impacts pour la profession d'avocat. En effet, à l'instar de la révolution industrielle, mais aussi de l'avènement d'Internet, révolution auquel elle est souvent comparée, l'IA générative est à l'aube d'engendrer de réels impacts pour la profession d'avocat. Les enquêtes et les chiffres le montrent déjà. On parle de gains de temps considérables par semaine et par collaborateur. Et l'IA générative offre désormais énormément de gains de potentiel, non seulement en termes de productivité, mais elle offre aussi de nouvelles opportunités et également de création de valeur pour les cabinets d'avocats notamment. Alors pour répondre à mes questions, je suis ravie d'accueillir Louis de Gausse. Vous êtes avocat associé chez Kyle Gates, vous êtes managing partner associé gérant du cabinet parisien et vous êtes candidat au bâtonnat de Paris. Merci infiniment de répondre à mes questions. Première question, au sein de votre cabinet, mais peut-être aussi au fur et à mesure des rencontres que vous faites lors de votre campagne, quel est le sentiment général de la profession sur l'avènement de cette IA générative? Fascination, appréhension? Bien, tout d'abord, bonjour Marie-Astrid, merci beaucoup pour cette invitation, merci de me recevoir. Alors, pour répondre à votre question, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les avocats de mon cabinet ou les avocats que je vois durant cette campagne, effectivement, c'est un peu des deux. D'abord, fascination. Fascination parce que c'est le futur, parce que tout le monde se demande si, effectivement, est-ce qu'on va être remplacé, est-ce qu'on va être aidé, comment ça va s'articuler dans notre vie professionnelle de tous les jours. Et puis appréhension parce que comment je fais pour savoir quelle IA générative est la bonne, comment je fais pour ne pas être dépassé par les autres, par la machine, et puis tout ça a un coût. Donc il y a effectivement un peu des deux, et plus on est fasciné, plus on est dans l'appréhension. Donc oui, c'est un vrai sujet dans tous les cabinets d'avocats. Très bien, que ces deux sentiments partagés. Observez-vous des différences de ressenti, peut-être aussi selon la seniorité des avocats ou la taille des cabinets? Alors, selon la taille des cabinets, non. Même si, effectivement, il ne faut pas se voiler la face. Certains cabinets ont effectivement plus de possibilités ou de moyens que d'autres, plus d'intérêt aussi sur la chose numérique. En revanche, oui, sur la seniorité. Il suffit de se rendre compte que l'email tel qu'on le connaît aujourd'hui est apparu dans les années 90, 92 je crois même pour l'email dans le format qu'on connaît. Les premiers pourriels sont arrivés en 93 et aujourd'hui tous les jeunes avocats que nous embauchons sont nés après. Donc ils sont tous nés avec l'email, avec, je l'allais même dire, le portable, le smartphone dans la main. Donc oui, il y a une vraie différence de génération entre les seniors et les juniors. D'autre part, il y a effectivement un impact très important, et ça on va certainement y revenir, sur la formation des juniors. Parce qu'à la fois, ces jeunes avocats sont habitués à la machine, sont habitués au numérique, sont nés avec, comme je le disais, mais à la fois aussi, il faut pouvoir les former au sein du cabinet d'avocats. Et c'est pas en restant seul devant un écran qu'on apprend forcément l'intégralité du métier d'avocat. Donc oui, il y a une différence d'appréhension du sujet de l'intelligence artificielle générative en plus entre les générations, je veux dire. Sur les critères de choix maintenant, je ne reviendrai pas sur les exemples de cabinets, notamment américains, qui ont été condamnés pour avoir utilisé des IA génératives, oui, source de nombreuses hallucinations. Ça, ces exemples fleurissent depuis quelques mois. Justement, à ce titre, est-ce que les instances ordinales se positionnent sur des exigences à avoir, notamment sur le choix d'une IA générative et sur les critères d'utilisation d'outils encore? Concrètement, est-ce que les instances ordinales pourraient proposer des recommandations? Alors ça commence, notre bâtonnier actuel, Pierre Hoffman, et la vice-bâtonnière Vanessa Boussardeau ont lancé un grand plan numérique donc qui va se mettre en place, qui va voir le jour. Avec Karine Denormandie, si nous sommes élus, on continuera dans cette lancée-là. Ça fait partie d'un des points très importants de notre programme. Il y a plusieurs questions
ou plusieurs réponses à apporter à votre question plutôt. D'abord, réduire au maximum la fracture numérique entre les avocats. Parce que pour que ça fonctionne, il ne faut pas que certains utilisent et d'autres ignorent la chose, l'IA générative ou même l'IA tout court. Sinon, on parlera dans deux mondes différents. C'est pas qu'il y en aura un qui sera dépassé par l'autre, c'est qu'il y aura deux mondes qui coexisteront sans se parler. Donc ça va devenir absolument invivable. Donc réduire la fracture numérique et puis d'autre part, assurer la sécurité. La sécurité, l'authenticité, l'intégrité de l'information, comme toujours, j'allais dire, dans le numérique. On a eu déjà des travaux sur ces sujets-là pour les legal tech. Ça sera la même chose, ou c'est la même chose pour l'IA et surtout l'IA générative. Éviter, comme vous l'avez dit, des hallucinations. Éviter que la machine crée par elle-même la bonne jurisprudence parce qu'elle ne l'aura pas trouvée. Ça, c'est ce qui s'est passé notamment aux États-Unis, mais on le voit partout. Hein. Il suffit d'utiliser pour ça des IA, si j'ose dire, grand public, qui sont à la disposition de tous, hein, comme ChatGPT, pour ne pas le nommer, pardon pour cette publicité. Mais donc, effectivement, au niveau ordinal, il va falloir, et on y réfléchit déjà, il faudra continuer, identifier certains critères, identifier certains points de réflexion importants, la confidentialité, la sécurité des données, éviter effectivement que les données partent on ne sait où, à l'étranger, quelque part, même en France, il faut savoir où ces données sont stockées. Bref, qui a la maîtrise aussi tout simplement des algorithmes, hein, puisque les algorithmes brassant les données pour en sortir quelque chose de génératif, effectivement, c'est important de savoir qui a la maîtrise de tout cela. Donc oui, il y a tout un nouvel écosystème, pardon pour le mot que j'aime pas beaucoup, mais qui se met en place derrière tout cela, et qui dit ce nouvel environnement, dit nouvelles règles, dit nouvelle organisation. Très bien. Donc un cahier des charges qui va commencer exactement. à très bien se dessiner. Sur les impacts au niveau humain, beaucoup de cabinets évoquent le fait que l'automatisation des recherches va, enfin en tout cas inclurait de facto, la réduction du nombre de collaborateurs. Certaines legal tech tentent même d'en faire un argument de vente. Quid, au contraire, de la nécessaire, vous l'avez évoqué tout à l'heure, de la nécessaire formation des collaborateurs sur cette technologie? Quel est votre sentiment sur ce point? Alors mon sentiment, c'est un peu... D'abord, c'est un peu le même que ce qu'a dit Xavier Niel lorsqu'il a été reçu par le bâtonnier de Paris. Oui, effectivement, il y aura certaines activités de l'avocat ou du jeune avocat dans les cabinets qui va être améliorée, aidée. Les recherches, effectivement, l'avocat sera augmenté, hein, pour utiliser le mot et l'outil, sera augmenté pour faire ses recherches. Ceci étant, c'est pas l'avocat qui sera remplacé, c'est que l'avocat sera pas remplacé par la machine, sera remplacé par l'avocat augmenté, justement, par celui qui saura se servir de la machine. Donc, les activités vont être projetées, si vous voulez, vers d'autres domaines. Donc, au lieu d'aller faire les recherches qui étaient, il y a encore quelques années, de tourner les grandes tables sur les grandes tables de jurisprudence, sur les grandes tables des bibliothèques de droit. Voilà. Ensuite, on a eu les moteurs de recherche. Demain, on aura l'IA générative. Mais pour autant, il y aura toujours quelqu'un pour faire les recherches. Et ce quelqu'un, il faudra qu'il sache prompter, qu'il sache donc rédiger des requêtes, pour parler en français, qu'il sache les analyser, qu'il sache suivre les requêtes par d'autres requêtes pour affiner les recherches de la machine, effectivement. Il faudra qu'il ait un certain esprit critique et libre arbitre aussi pour trier et aiguiller au maximum la machine. Et puis enfin, il aura le rôle, effectivement, de contrôleur, afin d'éviter qu'il y ait des hallucinations, comme vous disiez tout à l'heure. Sur les impacts économiques, maintenant, la facturation des heures de recherche par les avocats juniors ou stagiaires va également être impactée. Selon vous, les business models des cabinets doivent-ils être réinventés sur ce point ?
Alors oui, les business models des cabinets doivent être réinventés, ça c'est une certitude pour moi, mais je ne suis pas sûr que cette réinvention touche uniquement les recherches. Je m'explique. En réalité, il y a quelques années, dans des affaires, on voyait 3 arrêts importants de jurisprudence d'un côté, 3 arrêts de l'autre côté. Aujourd'hui, on en voit 57 d'un côté, 63 de l'autre, parce que effectivement, la numérisation a permis de faire des recherches plus détaillées. Et l'open data des décisions judiciaires a permis d'aller faire ces recherches dans un nombre de données et de jurisprudence bien plus important. Donc les recherches sont effectivement à la fois plus aidées, mais à la fois beaucoup, beaucoup plus importantes. Donc la diminution du travail des recherches s'est vue compensée par l'augmentation du volume des recherches. Parce qu'il faut bien répondre dans le contradictoire. Donc si vous mettez 3 arrêts d'un côté et qu'il y en a 63 de l'autre, va falloir trouver les 55 qui manquent de l'autre côté. Donc il y a déjà ce premier problème-là. Je ne suis pas sûr que finalement le poste des recherches soit économiquement véritablement en baisse. D'autre part, je pense que ce poste des recherches-là va, comme je disais, changer un petit peu de nature. C'est-à-dire ça ne sera plus la recherche en tant que telle faite de façon humaine, ça sera l'humain augmenté, la machine va effectivement chercher, mais dans ces recherches-là, il y aura d'autres activités et d'autres, effectivement, d'autres, comment dirais-je, skills, je dirais en anglais, d'autres compétences, effectivement, à apporter à ces recherches. Donc, en revanche, le business model va devoir être effectivement réinventé parce que les clients vont aussi avoir accès à ces techniques, à cette intelligence artificielle, à cette technologie. Et donc, les clients vont arriver aussi de plus en plus renseignés. Et pour cela, peut-être va falloir confronter les différents algorithmes, les différents outils, en parler, affiner, débusquer l'hallucination et affiner les prompts. Mais vous avez tel résultat, mais quel prompt avez-vous donné, etc., etc. Donc il y aura une discussion effectivement sur l'appréhension du problème qui sera plus importante que la discussion sur la solution du problème. C'est très clair, merci beaucoup. Alors concernant les impacts, peut-être maintenant sur les structures elles-mêmes, oui. On évoque déjà le terme de technologie égalisatrice. En fait, en d'autres termes, cette technologie permettrait aux cabinets de taille moyenne ou de taille plus petite d'émerger peut-être et d'être extrêmement compétitifs. Quel est votre point de vue sur le sujet et réciproquement, quels avantages pourraient conserver les grands cabinets avec ce type de technologie? Est-ce qu'il y a un impact? Est-ce que vous voyez un impact sur la taille des cabinets? Alors, sur la taille... Selon la taille. Oui, je comprends bien votre question. Alors, il y a plusieurs choses dans votre question, mais technologie égalisatrice... je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette vision-là. Je pense que cette technologie va rehausser le niveau qualitatif de tous les cabinets, quels qu'ils soient. C'est-à-dire qu'effectivement, les petits cabinets vont peut-être pas devenir tout de suite concurrents des très gros cabinets. Chacun aura toujours ses spécificités, là-dessus j'y reviendrai, mais effectivement... l'avocat augmenté, c'est pour tout le monde. Le cabinet augmenté, c'est donc pour tout le monde. Quand je dis augmenté, c'est-à-dire ceux qui auront et sauront se servir de ces nouveaux outils numériques et de cette intelligence artificielle. Donc oui, le niveau devrait augmenter. Après, y aura-t-il un nivellement de ce niveau? Va-t-il effectivement s'écraser pour que tout le monde soit pareil? Je n'en suis pas certain. Dans le sens où, effectivement... en réalité, l'IA générative est très forte pour donner une vulgarisation, une vision générale. C'est un outil de synthétisation d'une information qui est aujourd'hui énorme, infinie. Donc, effectivement, tout le monde va pouvoir synthétiser. Mais en revanche, on va avoir besoin de spécialistes, on va avoir besoin... de humains, d'esprit critique, qui vont savoir, comme je disais, débusquer dans cette synthétisation d'une masse de données absolument inhumaine,
qui va savoir débusquer la bonne idée et le bon chemin du raisonnement juridique. Donc, il y aura des petits cabinets hyper spécialisés qui seront toujours aussi performants. Il y aura des gros cabinets qui auront peut-être d'autres moyens d'outils numériques qui pourront avoir un certain avantage concurrentiel ou apporter une certaine sécurité parce que l'instrument sera maison. Il y aura des cabinets plus généralistes dont le niveau va augmenter effectivement du fait de cet outil qui va finalement apporter à la fois un critère de légitimité. Voilà, l'outil m'a permis de voir en panorama tout ce qui existe en telle ou telle matière. Donc effectivement un accès à l'information bien plus importante. Et aussi plus généraliste parce que cet outil ne sera pas uniquement fixé dans tel ou tel domaine. Donc une augmentation du niveau, peut-être pas un nivellement. Dernière question. Sur les opportunités. Maintenant, pour terminer, ce sera le mot de la fin. Selon vous, quelles offres de services vont devoir renforcer les cabinets pour se différencier? Devront-ils également proposer des nouvelles offres? Est-ce qu'on va vers une hyperspécialisation? Est-ce qu'on va vers des nouveaux services clients? Est-ce qu'on va vers une pluridisciplinarité? Quel est votre point de vue sur ce sujet? Alors, oui, nouveaux services, je pense que oui, ça n'est pas dû qu'à l'intelligence artificielle générative. Moi, je pense que les clients ont besoin d'accompagnement, plus que d'une simple prestation de service, plus que d'une simple représentation. Si je fais rétrospectivement la profession d'avocat, on a commencé comme étant juste des représentants, puis des conseils, puis des prestataires. Enfin, et aujourd'hui, effectivement, il faut accompagner les clients dans quelque chose d'autre. C'est-à-dire que l'accès à l'information ne suffit pas. Eux-mêmes peuvent commencer à l'avoir. C'est comme les patients qui arrivent chez le médecin en sachant déjà ce qu'ils ont comme maladie. C'est un peu pareil. On voit les clients arriver, ils nous disent on sait déjà que c'est une donation, alors que finalement, c'était pas une donation, c'était un prêt, ou vice-versa. Enfin bref. Donc effectivement, une nouvelle expérience, un nouvel accompagnement. Ensuite, hyperspécialisation, oui. Je pense que ça continuera. Cette tendance a déjà lieu depuis quelques décennies maintenant, au moins 2 décennies. Donc oui, ça va continuer parce que les matières sont de plus en plus techniques et que l'IA là-dessus, justement pour débusquer l'hallucination ou la fausse information, il faudra quand même avoir de l'hyperspécialisation. Voilà. Après, je ne suis pas sûr que l'IA toute seule justifie ou commande quelque chose d'autre de particulier. On a vu déjà d'autres révolutions dans notre profession d'avocat qui a beaucoup changé ces 20-30 dernières années, en termes de nombre, en termes de travail, en termes de relations humaines dans les cabinets. Cette modernisation, si j'ose dire, va continuer. L'IA est un aspect qui doit être intégré dans cette modernisation. Il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas la craindre. C'est quelque chose qui va se faire, qui ne va pas remplacer les avocats, comme je disais, mais qui va nous aider à développer un service qui sera meilleur, je pense, du point de vue effectivement de l'accès à l'information en tous les cas, et qui sera peut-être plus collaboratif avec le client parce que cet outil, je pense, risque de nous réunir. Donc un retour à l'humain. Un retour à l'humain, oui. Louis de Goos, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Vous pouvez retrouver nos interviews sur notre plateforme. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt. Merci.